Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Santé pour tous. Pour le présent numéro, nous allons nous intéresser au cancer du sein, l'un des plus fréquents parmi les cancers qui vient en tête avec plus de 15% selon les études. Au Burkina Faso, en 2012 et 2015, l'incidence est de plus de 18%. Et c'est le plus fréquent chez les femmes. En 2020, ce sont 2000 cas de cancer du sein qui ont été recensés au Burkina Faso, soit un peu plus de 12% des cancers, et le plus fréquent après celui du col de l'utérus. En outre, en 2012, le cancer du sein était la principale cause de décès, une situation qui inquiète. Et pour en parler, nous recevons le professeur agrégé Naïs Zongo. Bienvenue, professeur. Merci, madame, de me recevoir sur le plateau d'Impact TV. Le professeur agrégé Naïs Zongo est chirurgien, cancérologue, enseignant-chercheur dans la faculté de médecine de l'université Joseph Kizerbo. Il est également le président de la Ligue burkinabé contre le cancer et celui de la coalition burkinabé contre le cancer. Les causes, les signes cliniques, les conséquences, le traitement, voire la prise en charge, sans oublier le régime alimentaire, sont autant d'aspects de la maladie qui vont être abordés avec le professeur agrégé Naïs Zongo en vue de sensibiliser sur le mal. Avant d'échanger sur les différents aspects de la maladie, nous avons interrogé quelques personnes sur leur connaissance de ce mal. Sur ce, nous nous rendons du côté de la régie pour suivre ces personnes à travers la rubrique à la loupe. Qu'est-ce que vous savez sur le cancer du sein? Bon, le cancer du sein, tout ce que je sais que c'est une maladie qui affecte les femmes, notamment les seins. Et je vois quand même que c'est une maladie qui est un peu effroyable. Et concernant l'âge, pour ce que vous savez, ça concerne en général quelle tranche d'âge? Bon, l'âge, je peux pas me prononcer, mais je pense quand même que c'est quand même les grandes personnes que ça affecte régulièrement. La plupart des cas que j'entends parler, c'est que c'est arrivé à un certain niveau où vraiment ça devient critique et la plupart des cancers, ça finit par la mort. Donc, mais je n'ai pas encore vu, c'est ce que j'entends seulement. Qu'est-ce que vous connaissez sur le cancer du sein? Je sais que le cancer du sein est une maladie qui attaque beaucoup de femmes et qui sont même la cause de la mortalité de plusieurs femmes. Et il y a également des jeunes filles qui pensent que le cancer de sein n'attaque que les personnes âgées de 40 ans. Or, pourtant, ce n'est pas le cas. J'ai aussi eu à suivre beaucoup d'émissions concernant le cancer de sein. Et j'ai retenu de ces émissions que le cancer de sein, on peut attraper le cancer de sein à travers quand on met les téléphones dans les poitrines et que ça vibre. Donc, je conseille toutes mes sœurs de se faire dépister pour éviter le cancer de sein. Est-ce que vous avez connu des gens autour de vous qui en ont souffert? Oui, j'ai connu une de nos voisines proches qui est même morte du cancer de sein après avoir amputé son sein droit. Elle est décédée, ça vaut 1 année de cela. Le cancer du sein, est-ce que vous savez quelque chose sur cette maladie? Oui, j'ai déjà entendu parler du cancer du sein, qui malheureusement est une maladie grave qui attaque surtout la gente féminine, bien que il y a des hommes aussi qui peuvent souffrir de cette maladie-là. Voilà. Est-ce que vous connaissez à peu près les symptômes liés à cette maladie? C'est vrai que personnellement, je ne connais pas des gens qui ont souffert de cette maladie, mais concernant les symptômes, souvent on parle de boules au niveau du sein. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs que dans les sensibilisations, on demande beaucoup aux femmes de palper leur sein.
Bon, j'aimerais inviter surtout les femmes à fréquenter les centres de santé, se faire dépister, parce que c'est vrai que c'est une maladie grave, mais lorsqu'elle est détectée à temps, on peut en guérir. Donc c'est surtout d'aller dans les centres de santé ou bien quand on maîtrise l'autopalpation, qu'on puisse le faire à la maison régulièrement. Ça permet vraiment de ne pas passer à côté. Voilà, ça protège beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cancer du sein? J'ai déjà entendu parler du cancer du sein et je sais que c'est une maladie qui une maladie que les femmes contractent. Et ce que j'en sais, c'est que c'est une maladie qui est mortelle, et une maladie qui tue à petit feu. Et très souvent, nos mamans et nos sœurs ne comprennent pas, peut-être ne savent pas que c'est une maladie qu'elles peuvent avoir sur elles pendant longtemps. Donc, elles découvrent ça un peu tard et que très souvent, en tout cas, ça fait beaucoup de victimes. C'est une maladie qui tue beaucoup nos sœurs et nos mamans. Voilà, et cela est dû effectivement à la méconnaissance. Même nous n'en savons pas beaucoup. Hein. Et pour les femmes autour de vous qui en ont souffert, c'était à peu près quel âge? La quarantaine, hein, 30-40, hein, voilà. Et je ne pense pas que ce mal-là, il y a des âges par rapport à ça. Peut-être les vieilles personnes, très rarement. Voilà, c'est les jeunes dames qui souffrent généralement de ce cancer-là. Voilà. Vraiment, l'origine, je ne sais pas exactement c'est dû à quoi, mais ça sévit en tout cas. C'est l'âge entre 30 et 40. Voilà, pas les vieilles personnes, très rarement les vieilles personnes. À présent, nous entamons la deuxième rubrique de l'émission Santé pour tous, consacrée à l'entretien avec l'invité. Professeur, alors vous venez de suivre un élément sur la connaissance de la maladie par quelques personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc par rapport à cet élément que vous venez de suivre? J'aimerais dire que je suis très satisfait du niveau de connaissance de la population. Ça montre que la communication sur le cancer du sein est en bonne marche. En reprenant les dires des uns et des autres, ils ont fait ressortir que le cancer du sein, c'est un cancer qui est fréquent. C'est une réalité. Le cancer du sein, c'est un cancer qui touche une femme sur 8 au cours de sa vie dans le monde. Et quand on prend le cas du Burkina Faso, nous avons eu la chance de recenser les cas de cancer du sein qui sont survenus au Burkina Faso entre 1988 et 2018, soit les 3 dernières décennies. Et nous avons constaté que le cancer du sein était le premier cancer de la femme, soit 55% de l'ensemble des cancers féminins. Et également, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent au Burkina Faso quand on s'en tient au registre d'anatomopathologie. Et ces registres, c'est la source directe de tous les cas de cancer diagnostiqués. Et ce cancer représenterait 21% de l'ensemble des cancers. Ils ont également fait ressortir que c'est un cancer qui survient chez des femmes relativement jeunes, entre 30 et 40 ans. C'est une réalité parce que le cancer en Afrique, malheureusement, survient chez des femmes qui ont moins de 50 ans. L'âge moyen des femmes qu'on rencontre dans la plupart des pays africains est inférieur à 50 ans. Ils ont également fait ressortir que c'était une maladie grave qui était responsable de décès. Cela est vrai. Cela est vrai d'autant plus que dans le monde, chaque minute qui passe, c'est une femme qui meurt de cancer du sein dans le monde. Et dans le contexte burkinabé, quand nous recevons les patientes, 50% décèdent dans l'année du diagnostic. Et ces décès précoces sont liés au retard diagnostique. C'est pourquoi c'était très encourageant à la fin de votre micro-trottoir de constater que tous les intervenants ont dit aux femmes d'aller vers les campagnes de dépistage, d'aller se faire dépister. Parce que c'est le seul moyen de détecter la maladie tôt et d'obtenir de bons résultats avec les traitements qu'on a.
On va revenir donc sur la définition du cancer du sein. On a entendu certains dire que bon, c'est une maladie qui touche les femmes, mais en termes très simples, quelle définition on peut donner donc à ce cancer-là? La définition du cancer du sein découle de la définition de l'ensemble des cancers. Qu'est-ce qu'un cancer? Sinon une maladie au cours de laquelle certaines cellules, c'est-à-dire les unités fonctionnelles de l'organisme, se comportent comme rebelles et fonctionnent pour leur propre compte. Ça veut dire que c'est des cellules qui deviennent autonomes, font des divisions désordonnées, se multiplient rapidement et s'entassent pour donner une masse, pour donner une boule. Quand ce phénomène se produit à l'intérieur du sein, que nous appelons glande mammaire, on l'appelle cancer du sein. Quand on se réfère donc aux chiffres, vous avez dit tout à l'heure, chaque minute qui passe, une femme meurt dans le monde du cancer du sein. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? C'est des termes qui sont utilisés surtout pour les maladies infectieuses, les épidémies, etc. Non, c'est un problème de santé publique parce que le nombre est important. Ça touche beaucoup de femmes. On peut classer donc le cancer du sein parmi quel type de maladie? Le cancer du sein, c'est une maladie chronique. C'est une maladie non contagieuse. Ça veut dire qu'on ne transmet pas cette maladie d'une personne à une autre parce que vous avez été en saluant, en mangeant ensemble, en s'occupant de la personne. Non. Mais le cancer du sein, la seule transmission qui est décrite, c'est la transmission des parents vers les enfants. Pas par contamination, mais ça peut se transmettre de génération en génération sous forme de caractère de la famille. Mais la transmission par contagion ne définit pas le cancer du sein. Quelles sont les différentes formes de cancer du sein? Est-ce que c'est la même chose chez toutes les femmes ou bien les formes diffèrent? Quand on parle de forme de cancer, nous, dans notre jargon médical, c'est des termes qui sont très lourds. Parce que quand on prend un organe, c'est composé de plusieurs éléments. C'est par exemple quand on prend une personne, c'est composé des yeux, c'est composé de la tête, etc. Quand on prend un cancer, on se demande à partir de quel tissu le cancer s'est développé. Et au niveau du sein, il y a des tissus glandulaires. Les tissus glandulaires, c'est le tissu qui s'occupe par exemple de la production lactée qui s'organise sous forme de canaux. Les cancers qui se développent à partir de ces tissus sont appelés des carcinomes, qui sont les carcinomes, soit les carcinomes canalaires infiltrants, que nous appelons maintenant non spécifiques, ou alors les carcinomes lobulaires. C'est un tissu qui est responsable du pouvoir qu'a la femme de pouvoir allaiter. Il y a également du tissu adipeux, de la graisse dans le sein. Les cancers peuvent se développer à partir de cette graisse. On va parler de liposarcome. Il y a également du tissu fibreux au niveau du sein. Les cancers peuvent se développer à partir de ce tissu-là et donner d'autres types de sarcomes. Comme ça peut se développer également à partir de la peau du sein, ça dépend à partir de quel tissu, de quelle portion, de quelle composante du sein le cancer s'est développé. Donc toutes les femmes ne portent pas le même type de cancer. C'est pourquoi on fait beaucoup d'examens de laboratoire pour pouvoir classifier les cancers, parce que parfois le traitement dépend de cette classification. Pour votre expérience, quels sont les types donc de cancers que vous rencontrez fréquemment au niveau des femmes? Au Burkina Faso, on rencontre essentiellement deux types de cancers. C'est ce que nous appelons le carcinome canalaire infiltrant, qui est un cancer qui se développe à partir des canaux des autoroutes du lait, et qui représente 85% de l'ensemble des cancers du sein. Et on a le deuxième type de cancer qui se développe au niveau des unités de production du lait, qu'on appelle le carcinome lobulaire infiltrant, et ce carcinome représente environ 10% de l'ensemble des cancers du sein. Les autres types de cancers du sein représentent les 5% restants. Est-ce qu'il y a des causes ou encore des facteurs donc, qui peuvent expliquer le fait que ces types-là soient les plus récurrents? Non, ce sont les mêmes types qui sont dominants dans toutes les parties du monde. C'est des constats statistiques, mais il faut savoir que le sein, c'est une glande. Et c'est sa partie la plus fonctionnelle, la plus dynamique, où les cancers se développent. C'est au niveau de cette partie également que le renouvellement des cellules est plus important. Et plus les cellules se renouvellent, plus la probabilité que des erreurs de renouvellement surviennent et que certaines cellules se transforment en cellules cancéreuses est plus importante. Ça peut être l'explication. Nous allons donc passer aux causes. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une femme fasse un cancer de sein? Je vais revenir sur le terme cause. Nous n'aimons pas beaucoup ce terme parce que quand on dit cause, c'est comme si l'existence de la cause implique nécessairement la survenue de la maladie.
alors que dans la majeure partie des cancers, il n'y a pas de cause. C'est un ensemble de facteurs dont la présence influence la survenue du cancer. Et dans le cancer du sein, c'est le constat. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments. Quand une femme les présente ou un homme les présente, la probabilité pour cette personne de faire un cancer du sein est beaucoup plus importante par rapport aux personnes qui ne présentent pas ces facteurs. Et parmi ces facteurs, nous avons d'abord la féminité, parce qu'on sait que le cancer du sein est plus fréquent dans le sexe féminin comparé au sexe masculin. C'est-à-dire qu'il y a également des hommes qui développent le cancer. Il y a des hommes qui font les cancers du sein. Nous avons eu la chance de recenser entre 1998 et 2017 51 cas de cancer du sein de l'homme, et ces cas représentaient 2,6% de l'ensemble des cancers du sein. Au niveau du Burkina. Au niveau du Burkina Faso. Ça veut dire que les 97,4% étaient supportés par les femmes. Donc c'est un cancer qui est majoritairement féminin. Il y a également l'âge. Quand on prend l'âge moyen de survenue dans le monde, ça se tourne autour de 50 ans. Mais il y a un contraste entre les pays occidentaux et les pays africains. En Afrique, noire surtout, l'âge moyen se situe entre 40 et 50 ans. Alors qu'en Occident, l'âge moyen se situe autour de 60 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Dans tous les domaines de la cancérologie, on constate que les cancers surviennent 15 à 20 ans plus tôt dans le contexte africain quand on compare au contexte occidental. Est-ce que c'est le mode de vie? Est-ce que c'est parce que nous avons une courte espérance de vie? Est-ce que c'est un vieillissement accéléré qui favorise l'installation de ces cancers? Les questions restent posées et demandent à ce qu'on donne des réponses. Je reviens sur l'âge. Avant 50 ans, dans le monde, c'est admis que le cancer est rare. Ça veut dire que le cancer, plus vous avancez en âge, plus le risque pour vous de faire un cancer du sein est plus important. Mais il ne faut pas se leurrer sur cette limite de 50 ans, parce qu'en Afrique, nos femmes font malheureusement leur cancer plus tôt. Et j'étais content d'entendre ça au niveau du micro-trottoir, parce que c'est le reflet de notre réalité. Les femmes font leur cancer entre 40 et 50 ans majoritairement. Il y a ce qu'on appelle les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, c'est quoi? C'est ce qui est en lien avec la famille. Il y a dans certaines familles 1 cas, 2 cas, 3 cas, voire 4 cas de cancer dans la famille. Et quand on étudie bien de très près, on se rend compte que ces cancers sont rencontrés non seulement au niveau des grands-parents, il y a eu des cas, au niveau des parents, il y a eu des cas, et parmi les enfants, il y a des cas. Donc on sent cette transmission de père au fils ou du père à la fille, de la mère à la fille, etc. Sur plusieurs générations qui sont liées au premier degré. Ça permet de définir ce qu'on appelle les familles à cancer du sein. En réalité, ces cancers sont liés à des modifications au niveau du génome. Ça veut dire que la personne naît avec sur son ADN une expression qui veut dire développer un cancer du sein. Et à l'âge prévu par cette expression, par ce code, la personne présentera un cancer du sein. Heureusement, ces cas de cancer ne représentent que 5 à 10% de l'ensemble des cancers du sein. Les 90% sont des cas sporadiques. C'est comme les autres maladies, chaque personne développe sa maladie. À côté des facteurs génétiques, nous avons ce qu'on appelle les facteurs métaboliques. Les facteurs métaboliques, c'est quoi? On a constaté dans le monde que les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont obèses font beaucoup plus de cancer du sein par rapport aux personnes non obèses, aux personnes non diabétiques. C'est à cause des tissus, les graisses, on va dire. C'est l'accumulation trop importante de graisse. Parce qu'en réalité, c'est valable pour toutes les autres maladies. Même quand on prend les maladies cardiovasculaires, les obèses font beaucoup de pathologies cardiovasculaires par rapport aux non-obèses. Nous avons également ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, c'est lié à une hormone qui est responsable de la féminité, qui maintient la femme dans tous ses états, dans toutes ses rondeurs, dans la douceur de sa voix, dans sa féminité, bref. La différence entre l'homme et puis la femme. C'est l'hormone qui fait vraiment cette différence. Mais le problème, c'est que l'hormone est aveugle et peut stimuler des cellules, favoriser la croissance d'un certain nombre de cancers. Et on constate que les femmes, par exemple, qui ont attendu au-delà de 35 ans avant de faire leur premier enfant, font plus de cancer du sein par rapport aux femmes qui ont eu leurs enfants assez tôt. On constate également que lorsque les femmes sont ménopausées et elles se font injecter des substances pour remplacer cette hormone qui est responsable de la féminité, qui du fait de son absence lors de la ménopause laisse installer le vieillissement. Il y a des femmes qui font des traitements substitutifs
de la ménopause. Ça leur permet de rester beaucoup plus jeunes par rapport à leur âge, mais en réalité, quand vous faites cette pratique pendant plus de 10 ans, ça devient un facteur de risque pour le cancer du sein. À côté de ça, vous avez les facteurs d'ordre général, tels que les facteurs environnementaux et les facteurs alimentaires. Au niveau du cancer du sein, c'est que l'allaitement est considéré comme un facteur protecteur. Mais toutes ces causes ne doivent pas faire peur parce que leur présence n'implique pas obligatoirement la survenue d'un cancer. Cela veut dire, faites attention, vous avez des risques, il faut vous faire surveiller régulièrement. Dans l'élément que nous avons suivi, il y a une qui a eu à dire que le fait donc d'introduire le téléphone au niveau du soutien-gorge, donc à côté des seins, est un facteur de risque. Est-ce que vous, à votre niveau, la science est arrivée à démontrer cela? Il y a des faits qui sont réels, il y a des faits aussi qui sont à vérifier. Pour les rayonnements, ça fait partie des facteurs environnementaux. Quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de rayons, effectivement, ça fait influencer le renouvellement des tissus et ça peut aboutir à l'éclosion d'un cancer. Et le sein n'est pas malheureusement épargné. Est-ce à dire qu'il ne faut pas donc laisser le téléphone à côté du sein? Le téléphone, c'est une source de rayonnement. Et toute source de rayonnement doit être éloignée de l'organisme. C'est pourquoi on conseille de ne pas dormir avec des téléphones, avec des appareils électroniques à ses côtés, parce que ça reste des sources de rayonnement. Même si le rayonnement est très faible, mieux ne pas les avoir. Le message est bien passé, donc aux femmes, il faut éviter d'avoir le téléphone à côté donc, de l'organisme, on va dire en général. Mais qu'en est-il des pesticides? Pendant un certain temps, on a également entendu parler donc des pesticides, l'utilisation des pesticides qui ont conduit à des cancers, notamment des cancers de sein. Est-ce que ça aussi c'est vérifié au niveau donc, de la science? Ce ne sont pas les premiers facteurs de risque pour le cancer du sein, mais les pesticides sont impliqués dans d'autres cancers en première position. Quand on prend par exemple les cancers de la peau, ça c'est le contact direct. Les cancers par exemple des voies aérodigestives parce que vous inhalez des pesticides, parce qu'on en consomme. Mais ce n'est pas le premier facteur de risque du cancer du sein. Qui est susceptible de faire donc le cancer du sein? On voit que le visage, il est féminin, c'est une maladie qui concerne beaucoup plus les femmes. Mais est-ce qu'il vous arrive des fois de rencontrer des enfants qui font le cancer du sein? La plus jeune patiente que moi j'ai reçue en tant que praticien, elle avait 12 ans. J'en ai reçu de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, les moins de 20 ans sont devenues de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Ça veut dire que le cancer du sein n'a pas d'âge, le cancer du sein n'a pas de sexe parce qu'on le rencontre dans les deux sexes, le cancer du sein n'a pas de religion, tout le monde en souffre. Le cancer du sein n'a pas de pays, c'est le plus fréquent dans pratiquement tous les pays du monde. Et le cancer du sein n'a pas de niveau socio-économique parce que les pauvres présentent le cancer du sein, les riches également font le cancer du sein. Ça veut dire que le cancer du sein n'épargne personne. Mais il y a ce que nous appelons dans notre jargon de groupes à risque. Les groupes à risque, c'est les personnes qui présentent plus de facteurs de risque, qui sont susceptibles de faire de façon plus fréquente le cancer du sein. Mais les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque ne sont pas également épargnées. Parce que de façon globale, en termes de cancer, dans 10 à 15%, on ne retrouve aucune cause, aucun facteur de risque apparent, alors que la personne présente son cancer. Je résume en disant, la présence de facteurs de risque n'implique pas obligatoirement la survenue de cancer du sein, mais ça augmente sa probabilité de survenue. Mais l'absence de facteurs de risque apparents n'exempte pas à 100% la survenue d'un cancer du sein. C'est pourquoi il faut rester sur ses gardes, il faut se faire suivre, il faut faire régulièrement le dépistage. Vous avez dit qu'il faut rester sur ses gardes et on va donc parler des symptômes. Quels sont les signes qui peuvent permettre donc d'alerter, de faire attention et de se dire que là, on est peut-être en présence d'un cancer du sein? Quels sont les signes, quels sont les symptômes, les manifestations qui doivent alerter, qui doivent nous tiquer, qui doivent nous pousser vers un centre de santé? Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il n'y a aucun signe lorsque vous l'avez traduit un cancer du sein. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un signe au niveau de votre sein et vous laisser paralyser par la peur sans aller à l'hôpital. Tous les signes doivent plutôt vous tiquer et vous pousser vers un centre de santé
pour s'assurer de ce que c'est. Parmi ces signes, il y a d'abord la douleur. Nous recevons beaucoup de femmes qui ont mal au sein. Mais j'aimerais dire aux femmes que la douleur n'est pas le premier signe du cancer du sein. Et ces douleurs surviennent à quel moment? Pendant, par exemple, les menstrues ou bien en dehors? Il y a des douleurs qui sont cycliques. Quand c'est lié aux menstrues ou la période pré-ovulatoire, ça s'explique parce que c'est un problème qui est d'ordre hormonal. Mais il y a des douleurs qui peuvent être permanentes ou survenir de façon désordonnée sans tenir compte du cycle. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a aucune douleur qui est un signe pathognomonique qui traduit la présence d'un cancer. Parce que plus de 30% des femmes ont mal au sein de façon transitoire, de façon irrégulière, mais ça ne traduit pas la présence d'une maladie. Mais toute douleur doit pousser à une consultation et c'est à la consultation de dire si la douleur est banale ou si elle est liée à un problème grave au niveau du sein. À côté de la douleur, il y a des signes qui vont apparaître au niveau de la peau du sein. Les signes qui peuvent apparaître au niveau de la peau du sein, c'est lorsque vous regardez un sein et vous trouvez une plaie. Il y a des femmes qui portent des plaies au sein, sur la peau du sein, qui n'ont pas tendance à guérir. Attention, ça peut être la traduction d'un cancer du sein. Il y a des femmes également qui vont présenter une peau du sein qui n'est plus lisse, qui n'est plus normale. C'est une peau qui a tendance à être flippée, qui ressemble un peu, avec des piquetés, qui ressemble un peu à la peau de l'orange. C'est ce que nous appelons l'inflammation en peau d'orange. C'est des signes qui doivent alerter, qui doivent pousser vers les centres de santé. Nous avons également des signes au niveau du mamellon. Un mamellon normal est soit saillant, au moins plat. Mais quand vous aviez une femme qui a le mamellon qui a tendance à s'enfoncer à l'intérieur du sein, ce que nous appelons la rétraction mamellonnaire, il faut faire attention parce que ce mamellon peut être aspiré par certaines maladies vers l'intérieur du sein et parmi ces maladies se trouve le cancer du sein. Il y a également le fait que normalement, en dehors des périodes d'allaitement, il n'y a pas d'écoulement à travers les mamellons. Il y a des femmes qui ont des écoulements à travers des mamellons de liquide. Quand ce liquide se fait au niveau des deux seins, c'est-à-dire de façon bilatérale, et si ce liquide est l'acte sang, ressemble à du lait, ça ne doit pas inquiéter parce que ça peut être la physiologie, ça peut être la normale. Mais lorsque ce liquide sort uniquement au niveau d'un seul mamellon, c'est aussi ce liquide a tendance à être louche, à être sanglant. Il faut faire attention parce que derrière peut se cacher un cancer. Nous avons également des problèmes au niveau des aisselles. Il peut arriver qu'une femme se présente avec des boules au niveau des aisselles, des masses au niveau des aisselles que nous appelons ganglions. Ça peut être lié à une infection, à une maladie banale, mais parfois le cancer du sein peut se manifester de cette manière. Et nous avons enfin la silhouette même du sein. Toutes les femmes connaissent leur sein pour les avoir regardés depuis leur apparition. Et normalement, vous aviez une différence de taille entre les deux seins, mais cette différence est mineure. Quand vous avez une exagération de cette différence de taille des seins, du volume des seins, ce que nous appelons asymétrie mammaire, il faut consulter pour s'assurer de ce qui se passe à l'intérieur du sein. Il peut arriver également qu'il y ait une déformation dans la silhouette même du sein, une apparition de voussures, un gonflement, une tuméfaction dans le sein. Il faut faire attention, il faut toujours consulter pour s'assurer, pour que les médecins, à l'aide de leur regard, à l'aide des examens de radiologie qu'ils vont demander, vous disent exactement ce que c'est. Voilà un certain nombre de signes du cancer du sein, mais je rappelle, aucun de ces signes n'est la traduction obligatoire du cancer. Mais tous ces signes doivent être vérifiés par une consultation dès qu'ils apparaissent. C'est cela qui permet la détection précoce et donne la route vers la guérison. Pour ce qui est des symptômes, le message est passé et il faut que les femmes apprennent donc à observer le fonctionnement des seins et même jusqu'au niveau des aisselles. D'accord. Et une fois que ces symptômes-là donc sont réunis et que le cancer du sein est diagnostiqué, qu'en est-il donc de la prise en charge du cancer du sein, notamment au Burkina Faso? Avant de rentrer à l'intérieur de la prise en charge, j'aimerais dire que pour qu'on vous dise que vous avez un cancer du sein, le médecin qui s'occupe de vous doit avoir fait ce que nous appelons les 3 pas. Le premier pas, c'est de vous écouter pour comprendre pourquoi vous êtes devant lui et surtout de vous examiner pour faire des constats. Après ces constats, il demandera des examens de radiologie. Et ces examens de radiologie, c'est surtout l'échographie ou la mammographie. Ces 2 éléments vont classer la lésion.
Si ces deux éléments trouvent une masse, une boule, ils vont classer la boule en plusieurs stades. À partir d'un certain stade, ils vont vous demander d'aller dans un autre endroit pour faire un prélèvement. Et le prélèvement, c'est un petit morceau de tissu qu'on prélève dans la masse, dans la boule, et ce prélèvement sera examiné au microscope. Et c'est seulement au microscope, ce que nous appelons l'examen anatomopathologique, que le diagnostic de cancer du sein peut être posé. Donc le premier pas est clinique, le deuxième pas est radiologique, et le troisième pas, c'est au laboratoire, l'anatomopathologie. C'est à l'issue de ce parcours qu'on vous pose un diagnostic de cancer du sein. Dès que le diagnostic est posé, le traitement du cancer du sein est assez codifié. Il y a les 3 grands éléments du traitement qui sont l'acte opératoire, c'est-à-dire la chirurgie, qui peut se traduire soit par l'ablation de tout le sein ou alors par une exérèse de la maladie en laissant en place du sein. Il peut se traduire également par le traitement par des médicaments. C'est l'utilisation des médicaments toxiques pour détruire les cellules cancéreuses, ce que nous appelons la chimiothérapie. Un autre pan du traitement, c'est l'utilisation des rayons pour détruire les cellules cancéreuses, c'est la radiothérapie. À côté de ces 3 principaux groupes de traitement, on a par exemple l'hormonothérapie, on a des thérapies ciblées, on a l'immunothérapie pour parfois stimuler l'immunité. Donc il y a un certain nombre de traitements que nous utilisons pour contrer les cancers du sein confirmés. Vous avez parlé de la mammographie. Est-ce que ce sont des examens qui sont disponibles au niveau du Burkina Faso? Est-ce qu'ils sont également accessibles à toutes les femmes? C'est un examen qui est disponible au Burkina Faso. Mais je dois dire que c'est un examen non encore accessible à la majorité des femmes. Et cette inaccessibilité se pose à plusieurs niveaux. C'est d'abord le fait que, par exemple, la mammographie n'existe que dans les villes de Ouagadougou, dans la ville de Wayouya et dans la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, pour les femmes du milieu rural, c'est limité. Elles sont obligées de faire des déplacements. Donc, il y a une inaccessibilité géographique. À côté de cette inaccessibilité géographique, il y a le nerf de la guerre. C'est l'inaccessibilité financière. Il y a beaucoup de femmes qui vivent à Ouagadougou, à côté des centres où se font la mammographie et l'échographie. Ils ne vont jamais bénéficier de ces examens parce qu'elles ne peuvent pas avoir les moyens pour se l'offrir. Vous avez parlé également de la chimiothérapie, de la radiothérapie. À quel moment donc surviennent ces traitements-là? On entend parler de chimiothérapie avec toutes les conséquences. Concrètement, la chimiothérapie, c'est quoi? La radiothérapie également, c'est quoi? La chimiothérapie, c'est lorsqu'il y a un cancer au niveau du sein. Soit le cancer est très agressif et on a besoin des médicaments pour accompagner l'acte opératoire. Et quand il est agressif, il se manifeste comment? Très rapidement. Ça évolue très vite. De manière fulgurante. De manière fulgurante. Et il y a également des éléments sur le plan de la biologie qui permettent de caractériser ces cancers. Soit le cancer est diagnostiqué assez tard, des cancers qui ont pris tout le sein, ou des cancers qui ont évolué, qui se retrouvent maintenant dans plusieurs parties de l'organisme. La chimiothérapie a toutes ses places dans ces cas de cancer dits agressifs ou dans les cancers qui sont évolués. Il y a des cancers qui possèdent déjà les 2 caractéristiques. Et la chimiothérapie, l'objectif c'est quoi? C'est de faire passer des médicaments par la circulation sanguine. C'est des médicaments qui sont assez toxiques pour les cellules cancéreuses. Et le but, c'est d'aller détruire les cellules cancéreuses là où elles se trouvent dans l'organisme grâce à ces médicaments. Et à quel moment la chimiothérapie intervient? Vous avez parlé c'est des médicaments qui vont donc aller détruire les cellules et qui favorisent donc l'avancée du cancer. Mais est-ce que la chimio, elle intervient après l'ablation ou bien c'est avant l'ablation? Comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Ça veut dire que c'est la manière, le stade où le cancer se trouve dans le sein qui dicte la chronologie des traitements. Qu'est-ce que cela veut dire? Si une femme se présente avec un cancer déjà avancé, elle va commencer naturellement par la chimiothérapie. C'est ce que nous appelons la chimiothérapie néoadjuvante. Et en ce moment, on n'a pas besoin donc de procéder à l'ablation. La chimiothérapie première, elle a pour but de réduire le volume de la maladie qui se trouve dans le sein. Et si on arrive à réduire le volume, l'acte opératoire surviendra après une chimiothérapie qu'on appelle néoadjuvante.
Et après l'acte opératoire, en fonction des caractéristiques qu'on trouve, la patiente va bénéficier ensuite du traitement par les rayons, c'est-à-dire la radiothérapie. Par contre, si la patiente se présente à l'hôpital avec une boule, une masse toute petite, d'environ 1 cm, voire moins d'1 cm, oui. On n'a pas besoin de commencer par une chimiothérapie parce que la tumeur a tellement été détectée assez tôt que la chirurgie peut se faire d'emblée. Dans ce cas, la chirurgie se fait d'emblée et dans un second temps, en fonction des caractéristiques de la maladie que le laboratoire va nous fournir, on pourra dire qu'il faut qu'on ajoute un traitement tel que la chimiothérapie, il faut qu'on ajoute un traitement tel que la radiothérapie, il faut qu'on ajoute un traitement tel que le traitement par les hormones, etc. etc. C'est vraiment en fonction du stade diagnostique et en fonction des caractéristiques sorties du laboratoire de la maladie que la chronologie et les types de traitements se définissent. Autour de la maladie, on entend des gens dire il y a la perte des cheveux, il y en a aussi qui parlent de ganglions. Et quelles sont donc les contraintes ou encore les inconvénients liés donc aux différents traitements? Je prends par exemple le cas de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'administration de médicaments. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est des médicaments qui sont assez toxiques pour détruire les cellules cancéreuses. Mais quand on administre un médicament à un organisme, le médicament est aveugle. Le médicament va aller agir, jouer le rôle pour lequel il a été administré, mais le médicament va agir sur également d'autres organes qui ne sont peut-être pas malades. Et ces organes qui ne sont pas malades vont présenter des effets que nous appelons des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est quoi? C'est par exemple la perte des cheveux, c'est également des réactions au niveau du tube digestif. Il y a des patients qui vont perdre le goût, qui vont avoir des plaies au niveau de la cavité buccale ou qui vont faire des diarrhées, ou qui vont se sentir fatigués, qui vont se sentir pâles parce qu'il y a une destruction des éléments du sang qui vont donner place à une anémie. Ça, c'est les effets secondaires du médicament. Pour la chirurgie, bien sûr, quand la chirurgie elle est conservatrice, c'est-à-dire si elle garde le sein, la femme a toujours son sein. Sinon, l'autre effet, c'est l'effet psychologique lié à la perte du sein, etc. La radiothérapie, tout en détruisant les cellules cancéreuses, peut également entraîner des réactions au niveau de la peau sous forme de plaies qui ne sont pas attendues. Donc les effets secondaires sont les effets qui ne sont pas souhaités, mais qui surviennent du fait de l'application de tel ou tel traitement. Au niveau donc du Burkina Faso, au niveau des hôpitaux, est-ce que le plateau technique est vraiment réuni pour la prise en charge d'un cancer du sein? La chirurgie du cancer du sein n'est pas difficile en elle-même. Elle ne demande pas de moyens supplémentaires que les autres chirurgies qui se font sur place. C'est vrai qu'il y a du matériel de haute technicité, mais dans l'apprentissage, même quand nous avons été dans des centres les plus huppés du monde pour apprendre, ils vous disent à côté, voilà ce que nous utilisons parce que nous avons les moyens. Mais voilà ce que nous aurions utilisé si nous n'avions pas les moyens. Et quand vous revenez dans votre pays, il y a des adaptations que vous réussissez à faire et vous faites parfaitement la chirurgie des cancers du sein comme cela se ferait à New York ou à Taïwan. Et qu'en est-il donc du personnel soignant, les ressources humaines? Est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, il y a beaucoup de spécialistes pour la prise en charge donc, du cancer du sein? Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont d'une qualité scientifique irréprochable pour s'occuper du cancer du sein. Mais il faut reconnaître que leur nombre reste encore insuffisant. C'est pourquoi nous œuvrons inlassablement à mettre en place des modules de formation pour renforcer un certain nombre de médecins pour que ces médecins puissent prendre en charge le cancer du sein. Pour les cas que vous avez pu suivre, la famille est là, le patient bénéficie d'assez d'accompagnement parce qu'on sait que cet aspect également est important dans le processus de guérison. C'est l'accompagnement du patient par sa famille, ça veut dire est-ce que le malade se sent entouré? C'est comme pour toutes les autres maladies. Il y a des femmes, il y a des hommes. Lorsque ces personnes présentent un cancer du sein, on sent l'entourage se mobiliser. On sent les moyens se réunir. Et le malade est déjà guéri à plus de 30%. Parce que quand vous sentez l'assistance de la famille, vous savez que la mobilisation des moyens financiers ne sera pas un problème. Vous allez bénéficier de tous les traitements. C'est les malades qui guérissent le plus. Mais malheureusement,
il y a encore des cas d'abandon. Les cas d'abandon, c'est quoi? Au début, l'émotion fait aidant, vous aviez un entourage important. Mais au fur et à mesure que le traitement avance, comme c'est une maladie chronique, vous allez voir l'entourage s'effriter pour vous laisser avec, parfois seul ou parfois très peu entouré. Et surtout entouré par vraiment ceux qui vous sont très proches. Et le plus souvent, si ces personnes ne peuvent plus vous soutenir financièrement, vous avez un traitement qui peut s'arrêter du fait du manque de moyens. Et également, vous vous retrouvez pratiquement seul. Vous découvrez la dure réalité de la population, de la situation où nous vivons. Est-ce qu'il y a des moments où le traitement ne répond pas? Ça veut dire que tous les traitements sont là, mais ça ne répond pas. Et également, face à ces cas, quelle est votre conduite à tenir? À un certain niveau de la maladie, ça n'a rien de spécifique avec le Burkina Faso. Mais les cancers, dans 30 à 50% des cas, quel que soit ce que vous allez faire, il arrive que vous vous retrouvez dans des situations où soit la personne ne peut plus supporter un traitement parce qu'elle est devenue très faible, soit vous avez mis toutes les médications possibles, mais la maladie continue sa progression. Ou la maladie est stable, mais n'a pas tendance à régresser. Il arrive que nous fassions ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, un moment sans administration de traitement spécifique au cancer, pour voir comment cela va se passer. Ou alors qu'on décide d'arrêter les traitements parce que ça n'apporte pas de bénéfice, alors que la patiente est déjà faible et toute administration de médicaments continue à l'affaiblir. Il y a ces situations. Mais, ce que nous disons de façon classique en cancérologie, quand il n'y a plus rien à faire, ça veut dire quand on voit qu'on ne peut pas guérir le malade, tout reste à faire. Dans le tout reste à faire, ça veut dire que vous devrez œuvrer à ce que le malade ne sente pas de douleur, à ce que le malade ne souffre pas de faim pour pouvoir l'alimenter, quels que soient les moyens que vous allez utiliser, à ce que le malade soit moralement bien, parce qu'il est entouré par sa famille ou assisté par un agent de santé qu'on appelle psychologue ou psychiatre. Donc il y a tous ces éléments qui rentrent dans le cadre des soins palliatifs qui restent à mettre en place. Professeur, et qu'en est-il donc de l'allaitement? Est-ce qu'une femme qui souffre donc du cancer du sein, que ce soit les deux seins ou encore un seul sein, est-ce que cette femme peut allaiter son enfant si elle a un bébé? L'allaitement intervient à deux niveaux. Le premier niveau, nous l'avons déjà évoqué, c'est que c'est un facteur considéré comme un facteur protecteur. Ça veut dire que les femmes qui donnent le sein à leurs enfants régulièrement sont protégées dans une proportion contre le cancer du sein. Mais quand la femme présente déjà un cancer du sein, quand le diagnostic est posé de façon claire, c'est que nous conseillons d'habitude, nous confions l'enfant au CREN, au centre de rééducation nutritionnelle, qui vont s'occuper de l'alimentation de l'enfant et la femme pourra faire son traitement. Mais nous interrompons l'allaitement quand la femme présente un cancer confirmé. Est-ce à dire qu'elle pourrait transmettre le cancer à son enfant? Non, le cancer n'est pas contagieux. C'est l'idée même qu'il y a une maladie grave à l'intérieur du sein, le fonctionnement du sein est plus ou moins perturbé et que la femme a besoin de recevoir parfois des médicaments qui sont toxiques, qui peuvent passer par le lait pour aller chez l'enfant. Est-ce que vous avez par exemple des patients qui sont actuellement guéris complètement du cancer du sein? Mais c'est cela qui nous maintient en vie. Heureusement qu'on guérit beaucoup de cas de cancer du sein. Le cancer du sein, il y a deux niveaux. Quand le cancer du sein est diagnostiqué tôt, le cancer du sein se guérit à plus de 95% des cas. Et de plus en plus, nous avons des cas de guérison. Récemment, nous avons fait un travail scientifique qui a montré que 60% des malades opérés sont en vie 5 ans plus tard. Ça veut dire que c'est des patients qui sont en rémission complète, qui ne présentent aucune stigmate du cancer dans leur sein. Dans le jargon habituel des maladies, on parlera de guérison, mais nous, en cancérologie, on parle de rémission complète. La proportion des femmes qui ne s'en sortent pas ou qui vivent mal la maladie, c'est le groupe des femmes qui viennent tard à l'hôpital. C'est tout le combat de faire de telle sorte que toutes les femmes bénéficient d'un diagnostic précoce, que le diagnostic soit fait tôt. Parce que diagnostiquer tôt, c'est une guérison assurée à plus de 95%
et le plus souvent sans l'ablation du sein. Et si on reste donc dans la dynamique du combat contre le cancer du sein, vous êtes également le président de la Ligue burkinabé contre le cancer du sein, appelée donc la Libucas. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Libucas? Qu'est-ce qu'elle fait dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein? Ce qu'il faut savoir de la Libucas, c'est que la Libucas est née d'abord d'un constat. En tant que praticien hospitalier, nous avons remarqué qu'être à l'hôpital tous les jours en train de recevoir les malades, de les écouter, on constate que la bonne proportion arrive avec un diagnostic tardif et que nous ne réussissons pas à les tirer de là parce que tout se présente comme si la nature a déjà tranché. C'est pourquoi nous avons mis en place cette association en collaboration avec des amis, médecins, non-médecins de tous les secteurs. Et cette association a pour objectif de faire de telle sorte que les patients, les femmes viennent tôt à l'hôpital et qu'on puisse guérir une bonne proportion. Et puis pour y arriver, qu'est-ce que nous faisons? Nous rencontrons les femmes directement dans les marchés, dans les écoles, dans tous les lieux où les femmes peuvent se réunir. Et nous organisons également régulièrement des campagnes de dépistage. Ces campagnes de dépistage ont pour objectif d'abord de dire à la femme ce que c'est que le cancer du sein, de dire à la femme quels sont les facteurs de risque du cancer du sein, d'apprendre à la femme à travers des photos, à travers des vidéos, quels sont les signes d'alerte du cancer du sein. Parce que nous cherchons à ce que la femme se prenne en charge elle-même, de telle sorte qu'elle puisse être alertée à la moindre modification au niveau de son sein et surtout que la moindre modification ne la paralyse pas de peur, mais la pousse à aller vers l'hôpital pour se faire examiner, pour que le médecin demande des examens radiologiques pour infirmer ou confirmer le cancer du sein. Et nous avons constaté qu'avec ces activités, il y a des milliers et des milliers de femmes qui parlent aisément maintenant du cancer du sein parce qu'elles savent ce que c'est. Il y a des hommes qui parlent facilement du cancer du sein et même dans nos consultations en tant que praticiens, nous constatons que le nombre de cas de femmes qui se présentent tôt à l'hôpital avec un cancer est en nette augmentation par rapport à ce qui se passait avant la mise en place de cette association. Et nous ne restons pas là, parce qu'en travaillant seul en tant qu'association, nous avons constaté, nous avons certes des résultats, mais on ne peut pas se contenter de ces résultats, parce que beaucoup de femmes ont besoin encore qu'on leur parle, qu'on les sensibilise. C'est pourquoi cette association s'est liée à d'autres associations qui étaient également dans ce besoin pour former une fêtière. Et cette fêtière, c'est la coalition burkinabé contre le cancer. Pour toujours rester dans le cadre donc, de la lutte contre le cancer du sein, on va parler prévention. Qu'est-ce que vous avez comme conseil donc, à donner aux malades et également aussi aux personnes non malades? Pour être vrai, le cancer du sein, il n'y a pas de prévention efficace. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de moyens techniques qu'on puisse mettre en œuvre pour éviter à une femme d'avoir un cancer du sein. Mais il y a suffisamment de moyens, suffisamment des choses qu'on peut utiliser pour éviter qu'une femme ne meure de cancer du sein. Parce que nous l'avons dit, diagnostiquer tôt, c'est plus de 95% de guérison. Donc le travail doit être dans le dépistage, dans la détection précoce. Et les femmes doivent rester en alerte, s'examiner les seins sans s'effrayer. Avant d'entamer la troisième partie de l'émission, nous allons suivre un témoignage d'une patiente. Cette histoire a démarré en 2013. J'avoue qu'auparavant, je n'avais pas trop d'informations sur la maladie comme ça. Et un jour, inhabituellement, j'ai gratté le bout de mon sein parce que ça me démangeait. Et j'ai pincé, j'ai senti qu'il y avait un écoulement noirâtre. Alors, je me suis dit, la nuit a été longue pour moi parce que j'avais hâte d'aller en consultation. Et le lendemain, j'ai pris rendez-vous et je suis allée voir un gynécologue qui m'a prescrit plein d'examens que j'ai eu à faire. L'échographie, la mammographie, aussi la galactographie. Parce que quand je dis des examens, c'est progressif en fait. Et donc j'ai fait tous ces examens
Et bon, je n'avais pas quand même de satisfaction pour les produits qui ont été prescrits. Et j'ai continué à chercher pourquoi cet écoulement. Donc après, on m'a demandé de faire une cytologie. J'ai fait la cytologie. Après, il fallait carrément rencontrer un oncologue parce que le sein a commencé par avoir un peu de peau d'orange et il fallait des examens approfondis. Donc je suis allée à Dakar pour faire une IRM parce qu'il n'y en avait pas ici à l'époque. Et donc c'est en 2013, il n'y en avait pas. Et donc c'est au retour de Dakar qu'on m'a fait la première chirurgie, mais conservatrice, ici au Burkina. Et bon, quelques semaines après, j'ai continué à sentir les mêmes manifestations et j'ai allaité. Donc on a repris encore les examens de plus belle. Et après, j'ai subi encore une autre chirurgie conservatrice, toujours pour enlever les tumeurs. Et au finish, bon, je ne me sentais pas bien en fait. Donc j'ai décidé, avec les conseils aussi, d'aller en Tunisie pour approfondir les examens. Et quand je suis allée, on a repris tous les examens, pratiquement. On a repris tous les examens et c'est là qu'on a constaté effectivement que c'était un cancer, un carcinome infiltrant, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, quand ils sont, puisqu'ils ont fait encore une autre chirurgie, n'est-ce pas, et ils ont fait l'anapathe, puisque les anapathes au Burkina n'avaient pas donné un résultat malin. Donc, à Tunis, quand même, c'était confirmé que la tumeur était maligne et il fallait commencer le traitement. Et quand les médecins sont venus pour m'annoncer la nouvelle, mais je vous dis, c'est comme si le ciel tombait sur moi. C'est vrai, j'avais des soupçons, mais je n'étais pas sûre. Je me disais, mon Seigneur ne va pas accepter ça, ça ne va pas m'arriver, c'est pas possible. Mais c'est tombé sur moi comme une pierre. Et j'étais déboussolée. Tout d'abord, j'étais toute seule. J'étais loin de la famille avec une information comme ça, c'est très, très difficile. Je suis d'accord qu'avec l'information, on peut être sous le choc, on peut pleurer. Et il arrive même des moments après de pleurer. Mais il faut accepter, il faut l'intérioriser, il faut dire je dois faire avec, ben, je dois lutter. Et lutter pour moi, c'est accepter le traitement avec toutes ces difficultés, que ce soit financier, mais que ce soit psychologique, et aussi accepter de vivre avec les effets secondaires. Déjà, il y a une stigmatisation qui est là. Certaines personnes t'appellent et disent hey, vraiment, c'est difficile, hein. Cette affaire-là, ça tue. Hein. Ah oui, ça tue. Mais peut-être que je ne vais pas mourir, mon Dieu est là. Je dis ça, tu vois, mais je ne vais plus jamais prendre cette personne-là. Parce que la nouvelle que je veux, ce n'est pas ça. Hein. Il y a un médecin qui m'a dit, peut-être que, voilà, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à guérir? Bon, le maximum, c'est 5 ans. J'ai dit non, 5 ans, c'est faux. Moi, jamais. Jamais. Depuis 2013, quand même, je suis là. C'est lui qui est fort. Et les personnes qui m'avaient fait du mal, j'ai pris la décision de les appeler, de leur dire, c'est bon. C'est vraiment bon. Même si tu n'as pas fait le premier pas, moi, je le fais. Je te pardonne. C'est bon. Hein, parce que le jour où je vais partir, je ne partirai avec rien du tout. Et c'est mieux que je parle le cœur heureux. Et autre chose que ça a changé, c'est que je me suis plus mise à l'écoute des enfants. Je dirais que depuis cette maladie-là, je suis devenue une autre personne, mais une meilleure personne. J'étais à la porte de la mort. C'est comme si on a ouvert les portes et je devais rentrer. Et par la force divine, je suis encore là. J'ai dit, mais est-ce que j'aurai toujours cette chance-là? Ah non, c'est maintenant plus que jamais d'être plus proche de ma famille. Il faut en ce moment pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'on ne sait pas. Hein? Même si on a le courage, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve aussi. Même si on n'a pas le cancer, on peut mourir, non? Même dans sa propre douche, on peut mourir. Donc, ça m'a tiqué quand même. J'ai dit, ah bon, banalement comme ça, je peux partir.
Alors, mais qu'est-ce que je dois recadrer dans ma vie? Et ça m'a rapproché encore plus de Dieu. Parce que quand j'étais à Tunis, une anecdote, quand les agents de santé venaient pour m'amener en chirurgie ou en salle d'examen, on dit, madame, mais où est votre accompagnant et tout? J'ai dit non, il n'y a pas d'accompagnant, mais je ne suis pas seule. Mais vous n'êtes pas seule, la dame elle est folle ou quoi? J'ai dit non, Dieu est avec moi, amenez-moi seulement. Donc, et tout le monde m'appelle, je ne suis pas seule. À présent, nous entamons la troisième partie de l'émission Santé pour tous à travers la rubrique Bien manger, mieux se porter. Professeur, pour, je ne sais pas, prévenir, vous avez dit non, on ne peut pas prévenir en tant que tel, mais on peut essayer de faire attention à quelques facteurs, notamment à travers l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger pour éviter le cancer du sein? Nous avons dit qu'il n'y avait pas de moyen efficace pour prévenir le cancer du sein parce qu'il n'y a pas peut-être un aliment, un vaccin qu'on puisse utiliser pour se protéger à 100%. Mais on peut quand même minimiser les facteurs de risque, c'est-à-dire réduire la probabilité, le risque pour une personne donnée de présenter un cancer du sein. Et sur le plan de l'alimentation, ça répond à pratiquement toutes les maladies et à pratiquement tous les cancers. C'est éviter de consommer trop gras. C'est éviter de consommer trop sucré, c'est éviter de consommer trop salé, c'est éviter de consommer trop abondante. Il ne faut pas donner à l'organisme plus que ce qu'il demande pour vivre normalement. C'est éviter également de consommer des aliments de nature inconnue. Parce que de plus en plus dans nos alimentations, on rencontre des aliments dont le conditionnement ou la nature même intrigue souvent. Ça peut être source de maladies et parmi ces maladies peuvent se trouver le cancer. Une fois que la maladie est déjà en cours, qu'est-ce que la patiente ou le patient peut manger ou ne doit pas manger? J'ai l'habitude de dire à mes patientes, il n'y a pas de régime à proprement parler élaboré de façon stricte. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'il faut manger équilibré. Manger suffisamment de fruits, manger suffisamment de légumes, manger à minimum, il ne faut pas exagérer dans les huiles, pas d'exagération pour le sel, pas d'exagération pour le sucre. Tout cela, ça évite la prise de poids pendant le traitement. Et il faut faire un sport de façon régulière. Voilà une hygiène de vie qui permet de bien s'occuper de sa maladie, d'en guérir et d'éviter que ce qu'on consomme influence négativement son traitement ou l'évolution de sa maladie. Nous sommes au terme de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Un message peut-être à lancer à l'endroit des femmes ou encore de toutes les populations qui nous suivent actuellement? C'est d'abord à l'endroit des femmes qui portent actuellement un cancer du sein. C'est de leur dire, c'est un combat qui est long, mais c'est un combat qui se gagne. Le combat se gagne parce que si vous aviez suivi de façon régulière vos différents traitements et que vous observez un certain nombre de règles d'hygiène de vie, il n'y a pas de raison que l'évolution ne soit pas bonne. Donc nourrissez-vous d'espoir et continuez votre combat. À toutes les femmes, c'est de connaître leur poitrine, de connaître leur sein et de faire ce que nous appelons un auto-examen ou une auto-palpation de ses seins tous les mois. C'est également savoir se faire examiner par un médecin au moins une fois par an dès que vous aviez la trentaine. C'est aussi savoir qu'à partir d'un certain âge, vous devrez faire une échomammographie tous les 2 ans. Et ça, c'est votre médecin traitant qui décide. Il ne faut pas se lever à aller faire soi-même la mammographie ou l'échographie. Il faut passer par votre médecin qui en décide. Notamment un cancérologue? Ça peut être un cancérologue, ça peut être un gynécologue, ça peut être un médecin du travail, tous ceux qui travaillent dans le cadre de la médecine. Voilà. Vous avez également les associations de lutte contre les cancers. C'est leur dire, on sent le changement s'opérer sur le terrain grâce à nos actions. C'est de foncer, ne jamais se décourager et continuer à sensibiliser la population, à parler aux femmes
Je pense que c'est le seul moyen de les pousser vers les centres de santé, d'avoir des diagnostics précoces et de guérir, d'augmenter le nombre de cas de guérison. Maintenant, au ministère de la Santé et au gouvernement, c'est de faire de telle sorte pour accompagner d'abord les associations de lutte contre les cancers. C'est également s'investir davantage dans la recherche de solutions pour tous, pour que toutes les femmes aient accès à un diagnostic équitable, un diagnostic tôt, et surtout après le diagnostic, qu'aucune femme ne soit laissée sur le carreau, que toutes les femmes puissent avoir accès à un traitement de qualité, à un traitement équitable, à un traitement qui permette la guérison. Ça, c'est le travail des autorités, c'est le travail également de la société civile, c'est le travail de tous. Et nous tenons à dire déjà merci à ces autorités et à les inviter à nous accompagner davantage. Merci beaucoup, professeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. Nous disons merci au professeur agrégé Naïs Zongo, qui, je le rappelle, est chirurgien, cancérologue, enseignant-chercheur dans la faculté de médecine de l'université Joseph Kizerbo. Il est également le président de la Ligue burkinabé contre le cancer et celui de la coalition burkinabé contre le cancer. Merci à vous pour ces compléments d'informations sur lesquels, qui sans nul doute, vont permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre cette maladie et de prendre les précautions nécessaires pour l'éviter ou faire face en cas de survenue de la dite maladie. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.